Bonjour à tous et bienvenue sur votre 32e épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour les previews. Comme d'habitude, on va présenter la Pac-12 South. On a fait la Pac-12 North dans le dernier épisode, comme vous le savez. Cette fois-ci, on présentera donc Colorado, USC, UCLA, Utah, Arizona et Arizona State. Beaucoup d'équipes qui sont très proches. Et c'est une conférence, en fait, une division super, pas mal à suivre, vraiment. Il y a eu pas mal de changements entre-temps, pas mal de nouveaux joueurs. Donc voilà, je vais laisser Baptiste de Lonesome Cowboy d'Oklahoma State introduire avec UCLA. Alors, direction Westwood, donc dans la banlieue de Los Angeles, pour présenter la saison 2020 des Bruins. Troisième saison pour Chip Kelly à la tête de la fac de Los Angeles. Et déjà, notre ami Chip Kelly est quand même déjà dans le hot seat, comme on dit dans le jargon. On va pas se le cacher, ça reste quand même une surprise que ça soit aussi compliqué pour Chip Kelly à la tête du UCLA, puisque on sait que son historique en tant que head coach de college football est quand même remarquable, hein. Avec Oregon, il avait fini avec un bilan de 46-7 sur ses 4 années passées à la tête des Ducks, bilan qui lui avait permis d'ailleurs de décrocher le head coach, le poste de head coach chez les Eagles, où là ça s'est moins bien passé et encore moins bien chez les 49ers. Mais voilà, donc c'est son retour, ça marquait quand même voilà, un nom du college football qui faisait son retour au college football. Donc sur le papier, c'était très bien, puisque peu de gens peut-être qui écoutent ce podcast regardaient le college football à l'époque, moi non d'ailleurs, mais voilà, c'était Oregon, c'était explosif en attaque, inarrêtable, enfin, voilà, donc c'était la grosse fac du moment. Donc voilà, quand il a signé à UCLA, tout le monde s'attendait à ce que il reproduise la même chose. Et bien finalement, c'était très compliqué, puisque bilan de 3-9 sur la première année et 4-8 l'année dernière. Donc bilan très très compliqué, avec notamment des défaites contre Oklahoma, donc ça c'est plus respectable. Mais Arizona, Oregon State de plus de 15 points, enfin voilà, une année très très compliquée. Alors à côté de ça, il y avait eu des victoires à Washington State, contre Arizona State, pardon, contre Colorado, mais voilà, une année encore une fois compliquée, avec quand même quelques motifs d'espoir, notamment en attaque, on va y revenir juste après. Donc au niveau des départs, quatre grosses pertes, 3 joueurs draftés, le tight end Devin Asiani qui était au troisième tour chez les Patriots, le running back Joshua Kelly qui n'est pas allé très loin parce qu'il est aux Chargers, pardon, et le cornerback Darnay Holmes chez les Giants. Donc 3 joueurs draftés au troisième et quatrième tour. Sans oublier la perte de Chris Barnes, qui était le meilleur plaqueur du UCLA, qui lui est chez les Packers en tant qu'une drafted free agent. Euh, alors, petite caractéristique de Chip Kelly, c'est que c'est pas un très grand recruteur. Déjà, quand il était Oregon et qu'Oregon était parmi les meilleures facs du pays, il recrutait pas tellement bien. Et là, ça se confirme avec UCLA. Là, il termine 32e niveau national, ce qui est voilà, bien mais pas top, j'ai envie de dire, sachant que voilà, pour rappel, les trois gros États en termes de recrues, c'est la Californie, le Texas et la Floride. Donc, c'est-à-dire qu'il est censé être dans un terrain fertile, mais voilà, il n'arrive pas à faire fructifier ça. Donc, malheureusement, voilà, c'est une classe de recrutement, somme toute voilà, c'est faible, on va pas se le cacher. Au niveau des transferts, notamment le cornerback Obi Ebo de Stanford ou le receveur Njoku en provenance de Miami. Mais voilà, des joueurs solides, mais pas non plus de quoi, voilà, pas de quoi changer la direction d'un programme. Alors, petit point au niveau de l'attaque, deux noms principalement à se souvenir. On va commencer par le quarterback Dorian Thompson-Robinson, qui est junior, un true junior. Il a commencé, pour rappel, c'était le quarterback de Bishop Gorman, donc une des grosses lycées du pays. Il a signé à UCLA donc en 2018. Il sort d'une campagne 2019 plutôt réussie. En fait, pour faire simple, quand il est bon, UCLA est bon, UCLA est bon. Quand il est pas bon, UCLA est pas bon. Alors, c'est assez symptomatique, du poste de quarterback en college football, mais avec Thompson Robinson, ça a été encore plus le cas. Donc, il est attendu au tournant et il pourrait très bien devenir l'un des meilleurs quarterbacks du college football, tout simplement. Bien aidé par son receveur Kyle Phillips. Alors, je parle de Kyle Phillips, pourquoi? Parce que c'est un true sophomore. Et que l'année dernière, il a battu le record tout simplement de réception en tant que tout freshman de la fac. Voilà, avec 60 réceptions, ce qui est quand même très correct. Donc, c'est un receveur dans le slot. Donc voilà, à garder son nom au coin de la tête peut-être pour la draft dans un an et demi maintenant. Avec une petite mention pour le left tackle
Sean Ryan, true sophomore, et qui a joué tous les matchs l'année dernière et dont le coaching staff ne tarit pas d'éloges. Donc voilà, une pierre angulaire de l'offensive line. Du côté de la défense, le gros joueur, c'est Osa Odighizuwa, pardon, le defensive end. C'est lui peut-être la personne la plus expérimentée sur le front seven, avec 10 tacks for loss et 3 sacs et demi l'année dernière. Et par contre, derrière lui, c'est un petit peu compliqué, notamment sur la ligne. Il y aura un vrai besoin de step up, hein, comme on dit, hein, voilà, que d'autres joueurs sortent un peu du bois pour aider Odighizuwa, pardon. Pourquoi pas les deux linebackers Bo Calvert et Carl Jones, dont le staff, pareil, attendent beaucoup. Au niveau de la seconderie, donc j'ai parlé de Obi et Bo tout à l'heure. Voilà, il y a eu beaucoup de pertes pour pas simplement les NFL, hein, mais tout simplement des joueurs qui avaient fini leurs 4 années, au sein de la fac. Donc voilà, donc par exemple le meilleur receveur, enfin le meilleur intercepteur de l'équipe, c'est seulement, en termes d'expérience, c'est Shaw avec seulement une seule, ce qui représente à peine 20% de la production qui est de retour. Donc je pense qu'en défense, ça va être très très compliqué. Alors, qu'on soit très clair, UCLA a la chance de jouer dans quand même la division South, qui est quand même une division, alors on dit ça souvent, mais hyper ouverte. Là, honnêtement, pour faire le bilan de qui est le favori cette année, ça va être quand même très compliqué. Alors USC, on sait que c'est toujours un peu un sleeping giant, hein, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller, ça risque de faire mal. Est-ce que ça sera cette année? On n'en sait rien. Sachant que cette année, il n'y a plus des matchs, le Pac-12 a décidé de regarder simplement les matchs de conférence. Donc, la fac commencera par 2 réceptions de Stanford puis d'Arizona, donc 2 matchs qui sont largement gagnables parce qu'on a vu Stanford, c'est un petit peu compliqué, et Arizona, c'est plus que compliqué, comme on le verra un peu plus tard. Les gros matchs sont quand même grosso modo à domicile. Utah vient à Rose Bowl, USC vient au Rose Bowl, Washington State vient au Rose Bowl. Donc voilà, donc c'est quand même un, un schedule qui est favorable, sachant que on sait que UCLA est capable de perdre à Oregon State, par exemple, de perdre à Colorado, alors que Colorado vient de changer de coach et c'est un petit peu compliqué. La question, c'est est-ce que la fac va ressembler à une équipe de Chip Kelly, c'est-à-dire avec une grosse attaque, parce que c'était quand même ça le pire dans cette histoire avec le retour de Chip Kelly, c'est qu'on n'a pas retrouvé le Chip Kelly d'Oregon. Pour faire simple, avant, Chip Kelly, c'était un top 5 national en termes d'attaque. Et là, en fait, c'est top 8, mais de la conférence. Donc l'année dernière, ils étaient 7e de la conférence avec seulement 406 yards par, par, euh, par match. Donc là, le futur de réussite de UCLA, et même pour être tout à fait honnête, je pense que si la saison est pas bonne, Chip Kelly va pouvoir faire ses valises. Ça passera par une attaque qui ressemble à celle de Chip Kelly. Alors, comme je vous dis, le- le- l'emploi du temps n'est pas si compliqué que ça. Alors moi, je vois bien une saison avec 5 victoires pour 4 défaites, ce qui, à mon avis, sauverait le poste de Chip Kelly, au moins pour une saison supplémentaire. Mais on n'est pas à l'abri de. Voilà, si quelques blessures, notamment au poste de quarterback, hein, Dorian Thompson-Robinson, il faut à tout prix qu'il reste en bonne santé, parce que sinon, ça va être très, très, je pense, compliqué pour UCLA. Une année quand même meilleure que l'année dernière, mais c'est quand même très, très fragile. Voilà. Très bien, je te remercie pour cette présentation de UCLA. Dorian Thompson-Robinson, qui était le quarterback remplaçant et qui faisait receveur en même temps au lycée à Bishop Gorman à côté de Las Vegas, d'un certain Tate Martell. Voilà. On va passer justement, toujours en restant sur les universités californiennes, à USC. USC qui va être présenté par Charles, qui tient le compte USC France. Donc Charles est notre invité aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter. USC France qui est super actif et qui est, en tout cas, qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. Charles, c'est à ton tour. Bienvenue. Merci pour l'accueil déjà. Alors, moi je vais présenter USC, que je suis déjà depuis un bon nombre d'années. Donc, alors, pour le bilan de l'année dernière, donc le bilan de USC c'était 8 victoires et 5 défaites. Et pour la PAC 12, donc c'était 7 victoires et 2 défaites. On a terminé deuxième dans le sud derrière Utah, qui ont été à la finale de la PAC 12. Alors, le grand match de l'année dernière, c'était contre, on va dire, UCLA.
avec la victoire 52-35. Surtout avec les 4 receveurs qui étaient titulaires, donc Vaughn, Sam Brown, Pittman Jr. et London, qui ont tous fini avec plus de 100 yards chacun. Pittman a fini avec 2 TD et Vaughn et London 1 TD chacun. La grosse défaite, la désillusion on va dire de l'année, c'était plutôt contre Oregon. On s'est pris vraiment une tôle, 56-24. Et le match vraiment qui était suspense, c'était contre Bayou, 30-27 en overtime. Donc c'est l'année dernière, nous avons fini 22e pour la People. Et donc on a été qualifié pour le bowl game de l'Audi Bowl. Donc à San Diego contre Iowa. Et on s'est fait laminer aussi, 49-24. Donc c'était une saison assez difficile, avec un nouveau quarterback, parce que Daniel s'était blessé pour la saison. Donc on a fini 6 matchs avec un écart de moins de 10 points. Voilà. Après, niveau départ, donc au niveau de la NFL, donc Austin Jackson, le tackle, est parti à Dolphins, donc à Miami, au premier tour. Et Pittman Jr., notre meilleur receveur, est parti au deuxième tour chez Indianapolis. Et, la saison dernière de Pittman, c'était 101 catch, 1275 yards et 11 TD. Donc ouais, il va vraiment beaucoup manquer au USC cette année. Au niveau des transferts, au niveau du collège, donc JT Daniels, qui est éligible cette année, il est parti à Georgia. Jack Sears, qui était l'autre quarterback, est parti aux Broncos de Boise State. Et Devon Williams est parti chez l'ennemi Oregon. Niveau des coachs, donc toujours la présence de Clay Helton et de Graham Harrell en tant que head coach et offensive coordinateur respectivement. L'arrivée du défenseur, des coordinateurs défensifs Todd Orlando de Texas, et aussi une ancienne star de la NFL qui a joué chez les Raiders, Vic So'oto, qui a entraîné à D-line, et avant il était à Virginia, chez Cavaliers. Et l'un des meilleurs recruteurs des dernières années qui arrive aussi à USC, c'est le coach des DB, Dante Williams, qui était chez Oregon avant. Après, au niveau de la classe de l'année dernière, donc la classe 2020, donc là, c'était l'une des pires classes depuis 2010 pour USC. On a fini 55e national. Sur les 10 dernières années, on n'a jamais dépassé la 20e place. La pire place était 19e, donc pas très bien pour USC. Niveau des recrues, on a eu Gary Bryant Jr., qui vient de Californie, de Corona, 4 étoiles. Jonah Monaim, offensive guard, 4 étoiles de Moore Park en Californie. Donc ça, c'est les 2 meilleurs recrues. Et on a Jack Yari, donc un tight end de 3 étoiles, qui est le fils de Ron Yari, qui était le premier choix de la draft 68, qui était formé à USC, et qui est une légende aux Minnesota Vikings. Donc dans cette classe, on a surtout eu tout ce qui était dans les tranchées. 6 O-line, 3 D-line, 2 receveurs, un tight end, un kicker. Aucun defensive back, aucun linebacker, aucun quarterback. Par rapport à la classe 2021 qui va arriver l'année prochaine, l'USC a déjà le commis de 2 quarterbacks, Myler Moss et Jack Garcia, qui sont 2 quarterbacks du top 100 national. Et aussi, USC pourrait être la destination, enfin, pour moi, sera la destination de Corey Foreman, le numéro 1 national. Donc, les points forts pour la prochaine saison. Donc, ça sera pour USC un corps de receveur qui est très imposant, avec presque tous les retours, à part donc le transfert de Velus Jones à Tennessee et Pittman en NFL. Le retour de presque toute la défense. On a 2 qui partent, 2 titulaires, c'est tout. Le kicker, Chase McGrath, qui est toujours présent. 82% de réussite en field goal et 54 sur 54 en extra points. Et aussi le recrutement des recruteurs, donc Dante Williams par exemple. Les points faibles, c'est avec le nouveau système Graham Harrell, c'est qu'on utilise moins les running backs. Donc les Reggie Bush et tout ça, il faut pour l'instant oublier, on va dire. Le nouveau système défensif, parce que avec l'arrivée de Todd Orlando, c'est un tout nouveau système défensif qui va arriver. L'année dernière, on a pris beaucoup de yards à la passe, donc dans les airs. Donc cette année, avec le nouveau système, normalement, on en prend moins. Donc est-ce que ça va pencher sur le jeu de course, la défense sur le jeu de course? Ça, on verra. Et aussi, le point faible, c'est toujours dire Clay Helton, le head coach, qui est toujours critiqué par les supporters, mais qui est soutenu par toute l'équipe. Donc ça, on verra ce qui se passe. C'est peut-être la dernière chance de Clay Helton de rester à la tête de USC. Alors, au niveau des
joueurs, donc le retour de Kedon Slovis, qui sera toujours présent, sûrement l'un des top 5 quarterbacks cette année, avec Trevor Lawrence par exemple. L'année dernière, il a fait 3502 yards à la passe, 30 TD, 9 interceptions, 71% de complétion. Ce qui est vraiment pas mal pour un quarterback qui n'était pas prévu titulaire. Les running tailback, donc c'est toujours présent. Carm et Malepai pour la dernière saison. Et les jeunes Step et Christon qui vont sûrement prendre du temps de jeu pendant la saison. Au niveau des receveurs, donc toujours Amon-Ra Sabron qui sera présent. Donc il est trilingue, bien sûr. 77 catchs, 1042 yards et 6 TD. Tyler Vaughn qui sera aussi de retour, 74 catchs, 912 yards, 6 TD. Et Drake London qui joue aussi au basket à USC, 39 catchs, 567 yards et 5 TD. Après, qui sera le quatrième? Donc, ce sera soit Bru McCoy qui avait commit à USC, qui est parti à Texas et qui est revenu à USC, ou peut-être le jeune Gary Bryant Jr. Donc, Kyle Ford jouera pas de la saison, parce qu'il s'est encore blessé au genou. Donc, il sera sûrement inapte. Niveau des tight ends, donc une petite histoire, c'est qu'il y a Daniel Imator Bébé, qui était un USC il y a 2 ans, en 2018. Il a été enlevé de l'équipe, et là il est de retour cette année en 2020 pour rejouer à USC une dernière saison. Voilà, c'était une petite anecdote. Au niveau de la ligne offensive, donc à part le départ d'Austin Jackson, on a perdu aussi True Richmond, qui était un transfert de Tennessee. Lui, il était titulaire aussi en poste de offensive tackle. Donc après, là, on aura quand même une bonne O-line parce que ça sera que des mecs qui ont beaucoup de starts. Donc Elijah Vera Tucker et Jalen McKenzie qui seront sûrement les offensive tackle. Liam Jimmons et Andrew Warris qui seront guard. Et Brett Neilon qui sera junior. Donc dedans, Vera Tucker et Neilon peuvent peut-être partir à la draft cette année. Donc au niveau du changement du schéma défensif. Donc là, l'année dernière, on utilisait surtout 3 D-line, un Predator, donc qui était vraiment le D-line athlétique, 3 linebackers. Là, avec le nouveau système de Todd Orlando, normalement, on utilisait 3 D-line, un B-backer, donc qui sera D-line linebacker, 2 linebackers et 5 DB. Pour la ligne défensive, donc il y a le retour de presque tout le monde, à part Hector qui est parti, il a fini sa carrière. Donc on aura Tupulotu Marlon, Jetufele, Brandon Pili et Caleb Tremblay. Donc Tremblay et Pili sont des seniors, Tupulotu sont des juniors. Et par contre, Marlon et Jay vont sûrement partir à la draft aussi cette année. Donc en 2021, la prochaine saison, on aura sûrement une ligne offensive toute neuve. Donc, en linebacker, il y aura Kanai Moga qui est la petite surprise de l'année dernière. Donc c'est un 4 étoiles de la Hawaii de la classe 2018 qui viendra sûrement remplacer John Houston qui est parti au Steelers cette année, qui avait plus de 100 tacles l'année dernière. En defensive back, on aura tout le monde qui revient. Donc Griffin, Steele, Johnson, Taylor Stewart. Et le duo de safety, Ufanga et Polamalu, qui ont un cumul de 163 tacles cette année. Donc ils seront tous les deux dans les premiers tours de la prochaine draft. Et donc Dre Jackson, la pépite, donc 11 sacs l'année dernière, il sera au nouveau poste, donc B. Baker, qui sera un mélange de D-line et linebacker. Au niveau du calendrier, donc premier match, ça sera contre Stanford et non Alabama. Donc ce sera le 19 septembre. Donc après, on recevra Arizona State, California, Colorado et Washington. Et on se déplacera, bien sûr, à Utah, Arizona, Oregon, et on finira au Rose Bowl à UCLA. Donc, pour moi, le match le plus attendu de l'année, ce sera contre Oregon, parce qu'on a une revanche à prendre. Le match le plus attendu, c'est au Rose Bowl contre UCLA, donc pour une victoire du USC. Et le match piège, ce sera contre Arizona State. Pour la South Division, donc le premier, ça sera soit USC ou Arizona State, je pense. Et le match de conférence, ça sera sûrement contre Oregon. Voilà, donc le pronostic pour USC, je dirais 8-1 ou 7-2. Voilà. Très bien, merci beaucoup Charles pour ta présentation de USC. Encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre Charles sur Twitter. On va passer cette fois-ci maintenant, on va aller un peu plus à l'est que les deux précédentes facs. Nous allons du côté du Colorado à Boulder, juste au-dessus de Denver. On va retrouver Étienne, qui est notre invité ce soir, enfin aujourd'hui, pour parler de Colorado. Étienne qui a le compte Colorado France, en Buffaloes France, vous pouvez le trouver comme ça sur Twitter, n'hésitez pas à aller le suivre. Il était venu présenter sa fac justement dans un précédent épisode que je vous invite à écouter. Étienne, salut, bienvenue, et à ton tour.
Et bonjour à tous et à tous. Merci pour cette jolie présentation. Du coup, bah oui, moi je représente donc l'université du Colorado. Alors cette année, le Colorado, c'est 5 victoires pour 7 défaites, et dont 3 défaites et 6 victoires en Pac-12. Bilan très moyen. On avait beaucoup d'attentes parce que c'était donc la dernière saison de notre QB au bras énorme et sec, comme on dit, Steven Montez, et de notre receveur star, Laviska Shenault. Pour vous donner un peu des stats, donc Steven Montez, c'est à lui cette saison 2808 yards à la passe, 10 interceptions, 17 TD. Donc voilà, le plus gros reproche qu'on pourrait lui faire, bah, c'est son inconstance et donc ses nombres d'interceptions assez élevés. Laviska Shenault, lui, c'est 764 yards et donc avec 4 TD et 56 réceptions. En rushing yard, c'est notre running back Fontenot avec 874 yards. Après, au niveau de l'intersaison, alors c'est un joyeux bordel, comme on dit. Donc notre coach qui a effectué un joli recrutement nous quitte à la surprise générale. Donc on parle bien de Tucker, qui est maintenant l'actuel coach des Michigan State, après nous avoir fait un coup de... Exactement. Et donc, il a été remplacé par le coach des receveurs des Miami Dolphins, Carl Dorrell. Donc, voilà pour le coaching staff. Ensuite, au niveau des départs, on a de gros départs. Donc, Lavis Cachino qui est parti au deuxième tour avec nos amis de Jacksonville. Le deuxième joueur, c'est Davion Taylor qui est parti pour les Eagles. Et en 7e round, Arlington Humbright, offensive lineman, qui lui est parti du côté des Chicago Bears. Après, malheureusement, donc Steven Montez, lui, est parti chez les Redskins, mais pas drafté. Et notre deuxième receveur en termes de stats, qui est Tony Brown, qui lui est parti chez les Browns. Voilà, Tony Brown chez les Browns. Pour le reste, la saison à venir, saison complètement nouvelle, parce qu'on n'a plus de QB. Donc il y a un des QB remplaçant qui est Stenstrom, qui est parti, lui, en transfert portal. Donc, il nous reste Tyler Little, qui lui qui va faire sa 3e saison, mais qui a quasiment pas joué. Il a fait un lancer, il me semble, cette saison. Il a été rejoint par un rookie 3 étoiles. Donc, vous pouvez voir une vidéo avec Kaden Nixon, qui est un de nos meilleurs receveurs. Donc, c'est vraiment une nouvelle étape pour nous. Vraiment, tout a changé. On a fait un recrutement plutôt pas mal, à voir ce que ça va donner. Les coachs sont tout nouveaux aussi. Malheureusement, avec cette période de Covid, au niveau du programme et des matchs à venir, on n'affrontera plus Colorado State, à qui on aimait bien mettre des branlées tous les ans. Donc, on commencera... par chance, on a toujours Oregon, même si bon, l'année dernière, on s'était fait péter les 2 jambes. Après, on affrontera Arizona, UCLA, Arizona State, USC, WSU, Stanford, Washington et Utah. Donc un assez bon programme. Très compliqué parce que bon, comme je vous le rappelle, on a perdu nos deux receveurs starters qui ont fait le plus de yards avec donc Tony Brown et Laviska Shenault. On n'a plus de QB starter, donc chacun fera sa place. Ça sera au coach de décider. On est actuellement en charge d'un 3e poste, mais on ne sait pas encore qui c'est qui viendra. Et voilà. Merci beaucoup, Étienne, pour ta présentation de Colorado.
Donc Colorado, qui est vraiment dans une période très, très, très transitoire et un peu compliquée, il faut le dire, avec ce changement de coach soudain, le départ de l'head coach du côté de Michigan State. Désormais, nous allons parler Arizona et nous allons parler des Arizona State Sun Devils qui seront attribués à toi, Guillaume de Florida. Guigui, tu nous avais manqué. Donc pour Arizona State, ça va être la 3e saison sous le coach Herm Edwards. Donc Herm Edwards, pour ceux qui sont accros à ESPN, comme j'en fais partie, qui a été longtemps un analyste pour ESPN, justement de 2009 à 2017. Avant ça, il avait fait un long passage en NFL, notamment en tant que head coach chez les Jets et les Chiefs. Donc voilà, d'ailleurs, pour la petite anecdote, certains ont peut-être la référence, mais c'est lui qui, en conférence de presse aux Jets, avait sorti son fameux You play to win the game. Donc voilà. Donc Arizona State, ça va de mieux en mieux avec l'arrivée d'Edwards. Ils commencent à devenir vraiment des vrais contenders dans la division, voire la conférence. Donc l'année dernière, en 2019, ils finissent avec une fiche de 8-5, malheureusement 4-5 en conférence. Ils ont eu un gros trou d'air mi-octobre, mi-novembre, avec 4 défaites contre Utah, UCLA, USC et Oregon State, qui malheureusement leur ont fait pas mal de mal, alors que avant ça, ils avaient par exemple battu Michigan State à Michigan. Ils avaient battu California, qui était à l'époque classé numéro 15 du pays, en Californie. Derrière, après ce petit trou d'air, ils ont réussi un superbe match contre Oregon, notamment le quarterback freshman Jaden Daniels, qui finit avec 408 yards à la passe, je crois 4 TD, si je dis pas de bêtises. Mais donc une grosse fin de saison pour lui. 3 TD, pardon. 3 TD. Une grosse fin de saison pour lui, qui est vraiment un gros espoir. Donc voilà, donc Jaden Daniels, qui fait partie du top 10 des quarterbacks selon moi du pays. Donc il va rentrer dans son année sophomore, donc encore très jeune. Donc encore une fois pour la Pac-12, que des matchs de conférence. Donc ce qui sort de leur calendrier, 3 matchs contre Northern Arizona, UNLV et BYU. Et donc, ils gardent un match à l'extérieur à USC, à la maison contre Oregon State et UCLA, back-to-back à l'extérieur contre Colorado et Washington State, à domicile contre California, à Eugene pour aller affronter les Ducks, à la maison contre Utah, et pour finir le dernier match chez le voisin Arizona. Donc, au niveau des arrivées pour 2020, pas de très très gros noms, si ce n'est Daniel Ngata, donc un running back qui est considéré comme un all-purpose back, donc 3e selon 24/7 Sports à son poste et 124e du pays. Jordan Banks, un outside linebacker qui fait 4 étoiles aussi. Et Diamante Trayanum, excusez-moi, c'est pas facile à dire, un running back 4 étoiles lui aussi. Il y a aussi, on peut noter le receveur qui pour moi va donner un impact direct à cette équipe, LV Bentley Shelton, le receveur qui vient de Californie, qui pour moi sera un joueur à suivre, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Côté départ, on a 2 joueurs qui ont été draftés. Donc Brandon Ayuk, le receveur aux 49ers de San Francisco au premier tour, ainsi que qui était receveur numéro 1, ainsi que Eno Benjamin, le running back qui est parti à Arizona au 7e tour, qui était lui aussi le leader de l'escouade de running back. Donc 2 gros trous qu'il va falloir remplacer. Sinon, ce qu'on peut noter aussi à Arizona State, on va commencer par l'attaque. Changement de coordinateur offensif, changement de système. Donc un système beaucoup plus versatile, on va dire, et très adapté autour de leur pépite Jalen Daniels, qui, comme je l'ai dit, a été peut-être l'un, voire un des 3 meilleurs freshman QB de la saison passée. Derrière, va falloir compenser les départs d'Eno Benjamin et de Brandon Ayuk. Donc pour Brandon Ayuk, ça va le faire. Il y a un gros corps de receveurs à Arizona State, donc il n'y a pas de souci. Après, pour ce qui est des running backs, ça va être autour justement des 2 freshmen, Daniel Ngata et Diamante Trainium, qui va falloir se tourner. Et donc, comme je l'ai dit, au poste de receveur aussi, attention à
à Elvie Bentley-Shelton, qui pour moi venir être titulaire dans le slot Day One. Et enfin, pour la ligne offensive, donc deux gros transferts de Texas A&M, Kellen Ditch, et de Stanford, Henry Attis, qui vont renforcer et devenir tout le côté gauche de la ligne de Daniels. Pour ce qui est de la défense, là aussi, changement de style, changement de coordinateur. Donc, on passe d'une 3-3-5 à un 43 assez classique. Par contre, en défense, ça va être pour moi un des gros points forts de cette équipe avec le poste de quarterback, car si je dis pas de bêtises, ils récupèrent quasiment tous leurs starters. Donc il va falloir qu'ils s'habituent au nouveau style de défense, parce que passer de 3 D-line à 4 D-line, ça peut demander quelques ajustements en début de saison. Mais ils récupèrent tous leurs joueurs, donc à commencer par le junior Taylor Johnson, qui est le meilleur edge rusher de l'équipe. Au poste de linebacker, on a les deux juniors qui sont starters depuis 2 ans, Merlin Robinson et Darian Butler. Et au poste de DB, donc on a Jack Jones et Chase Lucas en corner, et en safety, Evan Fields et Ashari Crosswell. D'ailleurs, petit aparté sur Jack Jones, c'est sur YouTube. Il y a, pour ceux qui aiment bien le high school football, c'est Max Prep, donc le plus gros média américain de high school football, qui avait fait il y a 4 ans une série sur toute la saison de Long Beach Poly, une des grosses équipes californiennes, justement avec Jack Jones, qui était un des acteurs principaux de cette équipe et un des leaders de cette équipe. Donc si ça vous intéresse, c'est sur plusieurs épisodes sur YouTube. Sinon, pour ce qui est de ma prédiction pour cette année, moi je les vois enfin accrocher le titre de la division Sud. Donc je les vois aller jouer Oregon en finale de la Pac-12. Donc pour moi, ça va se jouer sur le match d'Oregon s'ils font une saison sans défaite ou pas. Donc du coup, pour moi, ça va finir en 8-1. Je vais m'avancer un peu, je vais donner une victoire face à Oregon, mais en fait, le truc, c'est que je vois une défaite contre Washington State, contre une équipe où ils ne devraient pas perdre, parce que c'est un peu symptomatique de cette équipe ces dernières années. Des gros matchs, mais des défaites là où on ne les attend pas. Donc voilà, je vais leur donner 8-1, le titre de la division Sud, mais une victoire contre Oregon, mais une défaite pas contre Washington State, pardon, contre Oregon State. Donc voilà. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation des Sun Devils d'Arizona State. Et d'ailleurs, on passe le coucou à Arizona State FR qui est sur Twitter lui aussi. Comme ça, n'hésitez pas à aller le suivre. Il doit regarder le golf, puisque l'ancien étudiant Yon Ram est en tête du mémorial du tournoi de ce week-end. Donc voilà, c'était un petit coucou, parce que je sais qu'il adore le golf et qu'il suit ça avec intérêt. Voilà, et d'ailleurs, si vous voulez parler golf, n'hésitez pas à aller parler à notre ami Baptiste, The Lonesome Cowboy, qui suit pas mal aussi en ce moment. On va passer à Utah. Utah qui va être présenté, Utah qui sort d'une très grosse saison, hein, très impressionnant, qui va être présenté par notre ami Augustin de Notre-Dame. Augustin, salut à toi. Salut les gars, alors ouais, effectivement, je vais vous parler d'Utah. Alors Utah sort d'une incroyable saison, pour ne pas dire d'une saison historique. 11 victoires, 3 défaites. Ils remportent donc la Pac-12 South. Que 2 défaites à leur tableau. Donc c'est face à USC et Oregon. Cela a valu une 16e place à l'I-People en fin d'année. Et ils ont même atteint le top 5 de l'I-People pendant la saison. Donc Utah a été 5e, même peut-être 4e une fois. Faudrait que vous me confirmiez les gars. Mais bref, voilà. Utah a été un des acteurs du college football l'an dernier au niveau national. Au niveau du bowl, évidemment, ils sont allés à l'Alamo Bowl face à Texas. Bon, ça a été une lourde défaite de plus de 25 points. Et c'était un match qui n'était pas du tout représentatif de la saison des Utes. Il n'y a rien à tirer de cette défaite. Alors, grosse saison l'année dernière. Je ne pense pas qu'on puisse en dire autant de la prochaine. Parce que déjà en attaque, il y a eu 2 énormes pertes en les personnes du quarterback Tyler Huntley et du running back Zach Moss. Donc en fait, au niveau des QB, le prochain titulaire, ça devrait être le redshirt senior Jack Bentley, qui a un grade transfert de South Carolina. Donc chez les Gamecocks, il a déjà réalisé 4 années, donc il a 4 années dans les pattes avec plus de 7500 yards pour 55 touchdowns et un nombre assez famélique d'interceptions. Je
Je pense qu'il obtiendra le poste de titulaire, même s'il sera en compétition avec Cameron Rising, un sophomore. Et il aura la lourde tâche de remplacer Huntley, parti chez les Ravens. On a un QB très expérimenté du côté d'Utah. Moi, je me fais plus de soucis, c'est au niveau du jeu à la course, avec le départ pour les Bills de la légende locale, Zach Moss. Donc Zach Moss est près de 4000 rushing yards en carrière pour plus de 40 touchdowns. Donc il devrait être remplacé au pied levé par Devin Brunfield, dont on sait trop peu de ses qualités pour être confiant, parce que Zach Moss a vraiment monopolisé le jeu au sol l'an dernier. Même si ces deux pertes elles font mal, ils pourront compter sur un quarterback ultra expérimenté. Comme disait Baptiste lors de la précédente preview, Dieu sait à quel point c'est important d'avoir l'expérience en college football. Et il aura à disposition un corps de receveur inchangé avec en figure de proue le tight end, donc pour moi qui est le joueur à suivre de l'équipe de Utah, Brant Kios. Donc c'est un des meilleurs tight ends de la Pac-12. Je vous conseille vraiment de regarder. C'est le tight end typique, bon bloqueur, gabarit énorme. Bref, un gars sympa à voir jouer. Donc au niveau de la défense, Utah devait son succès l'an passé à son impressionnante défense. Donc c'était une des meilleures du pays, aussi bien à la course qu'à la passe. Donc Utah a limité quasiment toutes les défenses à moins de 10 points, mis à part Texas, Oregon et USC. Ça sera compliqué de rééditer de tels exploits cette année en raison des départs. Il n'y aura que 2 joueurs de retour. La quasi-intégralité de la défense est partie à la draft. On pense tous à Bradley Anae, donc le puissant edge rusher en partance pour Dallas, ou au cornerback Jalen Johnson, qui est parti aux Bears au 2e tour, il me semble, ainsi que Javin Guidry aux Jets. Donc c'était tous des playmakers qui ne seront pas de retour du coup l'année prochaine, et il sera très dur voire impossible de les faire oublier tout simplement. Si je devais sortir des joueurs du lot, ça serait le linebacker Devin Lloyd, qui était le meilleur plaqueur. Il sera le leader de cette défense amoindrie, avec le defensive end Mika Tafua, un peu dans la lignée de Bradley Anae. Bref, des gros défenseurs, des gros hitters. Donc c'est des joueurs sympas à voir. Niveau calendrier, s'il y a des Mormons qui nous écoutent, ne fais pas de blague à propos de Notre-Dame, Guillaume, mais la Holy War, donc célèbre rivalité opposant Utah à BYU, est annulée, tout comme les matchs face à Montana State et Wyoming. Donc ils iront du côté de California, de Washington State, UCLA, Arizona State et Colorado, et ils accueilleront en revanche USC, Washington, Arizona et Oregon State. Donc en accueillant USC et Washington, ils se donnent des chances de bien figurer cette année et de peut-être remporter la Pac-12 South pour la 4e année consécutive. Donc le match important de la saison, ce sera USC, un des tout premiers à la maison. Ils pourront commencer à arriver d'un bilan sans défaite s'ils battent USC. Moi, je suis plus pessimiste. Faire aussi bien que l'an dernier, ça me semble trop difficile. La Pac-12 South regagne ses lettres de noblesse avec la remontée d'USC, Arizona State et Washington. Voilà, donc je pense qu'une victoire face à Washington ou Utah ferait de cette saison une belle saison. On pourra alors parler de saison réussie. Donc en projection, moi je vois une victoire à domicile face à Washington, mais par contre défaite face à USC et face à Arizona State. Voilà pour la preview des Utes de Utah. Merci beaucoup Augustin pour cette preview des Utes de Utah. Et en effet, Utah qui avait réalisé une très bonne saison la saison dernière, et apparemment ça risque d'être un peu plus compliqué cette année. En parlant de compliqué, eh bien, on va passer à la dernière équipe qui va être présentée par moi-même et Lio de Maryland. Ça sera les Arizona Wildcats, donc la 2e équipe d'Arizona, qui est basée à Tucson. Alors, par où démarrer? Parce que les Wildcats, c'est très très compliqué. Autant dire que c'est la pire équipe de Pac-12 South. C'est quand même la fac qui a envoyé en NFL Rob Gronkowski, pardonnez-moi, ou Nick Foles. Par ailleurs, le bilan de l'année dernière, c'est 4 victoires pour 8 défaites, donc 2 victoires et 7 défaites en conférence. Donc pas de classement et people, bien sûr, et pas de bowl. Ils ont perdu un peu face à toutes les grosses équipes de la Pac-12. Il n'y a rien de choquant. Les seules victoires, c'est face à il y a quand même 3 victoires qui sont quand même intéressantes, parce qu'il y a Texas Tech, UCLA de 3 points et Colorado de 5 points en termes de victoires du côté d'Arizona. Mais après, c'était sur les 5 premiers matchs, ils en gagnent 4 avec une défaite à Hawaii en ouverture, et puis le reste de la saison, c'est que des défaites jusqu'au bout, quoi. Donc, pas de quoi s'affoler, pas de quoi être très content de la saison dernière.
Au niveau des mouvements, eh bien, on est toujours avec le même head coach, Kevin Sumlin, qui a été coach pendant 5 ans de Texas A&M, qui était bien connu parmi les fans du football texan. On n'a pas eu trop de mouvements en fait, au niveau de l'équipe. On a surtout eu l'arrivée d'un nouveau defensive coordinator, Monsieur Rhodes, dont j'ai oublié le prénom, pardonnez-moi, qui s'appelle Paul Rhodes d'ailleurs, et qui était lui coordinateur defensive back du côté de UCLA. Et puis je crois qu'il y a eu un chassé croisé. L'ancien coordinateur défensif des Wildcats est parti du côté, lui, de UCLA. Il y a eu un chassé croisé dans ce genre-là. En tout cas, bref, du côté de l'Arizona et du côté de Tucson, ça se passe pas forcément bien. Au niveau des recrues, des commits, c'est pas non plus la joie. C'est souvent des 3 étoiles qui ne font pas partie même des meilleures 3 étoiles du pays, si je puis dire. On se retrouve avec des joueurs pêchés un peu partout, que ce soit en Arizona, mais aussi au Texas, en Californie, en Oregon, puis ça s'appelle en Louisiane. J'ai vu Chicago aussi. Même en Floride et en Allemagne. On a un joueur, un Thaïlande allemand qui a commis du côté d'Arizona. Voilà. Et puis pas mal de joueurs qui viennent de Community College, de JUCO. On vous en avait déjà parlé, donc voilà. C'est pas forcément top. Il y a au niveau du gros commit cette année, c'est Will Plummer, le 34e meilleur quarterback du pays, qui vient directement d'Arizona, donc qui reste près de chez papa, maman, et puis sincèrement, ouais, c'est pas la folie. Sumlin ne réalise pas un gros recrutement et c'est un peu sur peut-être la lignée amère qu'il a laissée du côté de Texas A&M. On va passer au niveau des points forts et des points faibles. Alors en attaque, c'est difficile de trouver un peu de cohérence du côté des Wildcats, notamment au poste de quarterback. L'an dernier, c'était Khalil Tate, le quarterback principal, qui est parti à la draft. Et puis, ça s'est partagé. Grant Gunnell, le quarterback remplaçant, a eu quand même quelques snaps. Il a pu mettre 9 touchdowns et une interception. Grant Gunnell, il faut qu'on en parle parce que Grant Gunnell, ce quarterback, était un quarterback évoluait au Texas au niveau du lycée. Et il a battu plusieurs records de l'État du Texas. Donc, il faut le faire, des records lycéens pour le Texas, avec notamment le record du nombre de touchdowns, 195 touchdowns, et du nombre de yards à la passe, plus de 16 000 yards, 16 108 pour être précis. Ce qui se passe, c'est que ce joueur, on en discutait en off avec Baptiste, était assez bien classé au tout début, puis finalement il a chuté dans les classements. C'était la cible numéro 1 d'Oklahoma State, me disait Baptiste. Et finalement, il a chuté dans les classements. Voilà, donc il se retrouve quarterback titulaire pour la saison prochaine, normalement. Et il pourra quand même compter sur une offense qui n'a pas beaucoup changé, qui se retrouve avec 2 running backs qui ont eu pas mal de temps de jeu. C'est une spread offense, donc ça court pas mal du côté d'Arizona. On va retrouver Gary Brightwell et Nathan Tilford qui combinent à eux deux 9 touchdowns la saison dernière. Le quarterback principal, J.J. Taylor, est quant à lui parti undrafted, je crois, du côté des Patriots, il me semble. Voilà, au niveau de la défense, la défense était catastrophique l'année dernière. C'était plus de 30 points en moyenne d'alloués. Beaucoup de joueurs qui sont quand même de retour. Donc on espère voir une défense un peu plus expérimentée. Et voilà, au niveau de quelques noms qui peuvent vous donner des idées au niveau de la défense, on a quand même Colin Scholler, qui est le linebacker principal, avec plus de 98 tacles l'année dernière. Colin Scholler, qui est le frère de Brendan Scholler, qui vient d'arriver d'ailleurs en transfert d'Oregon, le receveur. Voilà, qui n'a jamais été un gros joueur Oregon, mais qui sera là avec son frère cette année. On a un deuxième linebacker, donc ça va vraiment se passer au niveau du second rideau, Anthony Fields, qui lui a 94 tacles la saison dernière, pareil, donc une bonne paire de bons tacleurs. Et derrière, on a quand même quelques petites choses intéressantes, parce qu'il y a le cornerback Lorenzo Burns qui est de retour, et l'année dernière, c'est quand même 4 interceptions, 7 passes deflection, 47 tacles, donc c'est pas si mauvais que ça. Voilà, et le cornerback principal, Jesse Whittaker, lui, qui est parti du côté des Arizona Cardinals en tant que drafted free agent. Donc, une défense un peu en lambeaux quand même, avec quelques joueurs qui reviennent. Ce qui est bien pour cette équipe quand même, c'est que la défense et l'offense, finalement, ce sont des joueurs qui se connaissent, qui connaissent le plan de jeu, qui ont le même offensive coordinateur, le même head coach, et qui sont là depuis plusieurs saisons. Donc, ça peut être le seul point fort d'Arizona cette année. Voilà. Au niveau du calendrier, les Wildcats vont démarrer face à Stanford.
du côté de Tucson à l'Arizona Stadium, puis ensuite un déplacement à UCLA, réception de Colorado puis de USC, déplacement à Washington, réception d'Oregon, déplacement à Utah, déplacement à Oregon State et enfin pour le Territorial Cup, donc la rivalité, c'est Arizona State qui viennent jouer du coup du côté de l'Arizona Stadium, donc une rivalité pour finir tout ça, comme la saison dernière où Arizona State l'avait emporté. Il devait y avoir des matchs face à Hawaii et Texas Tech et Portland State, mais qui ont été annulés du coup à cause du Covid. Comme vous le savez, donc ça sera le Pac-12, c'est intra-conférence, hein, donc ça sera que des équipes du Pac-12. Et je pense que ça fait vraiment pas les affaires pour les Wildcats d'Arizona. Moi, mon goût, le match le plus intéressant, déjà, le match à voir peut-être, c'est face à Colorado parce que c'est deux équipes qui peuvent se valoir. Vu que Colorado, on sait qu'ils seront un peu en difficulté cette saison. Sinon, je vous conseille si vous voulez voir des gros scores écrasants, regardez tous les matchs parce que je pense que, sans vouloir être méchant, que les Wildcats vont se faire écraser malheureusement. Ils ont perdu énormément de fans d'ailleurs au stade. Hein. Je crois qu'ils tournent qu'à 40 000 fans en moyenne maintenant, ce qui est énorme pour nous en France, mais ce qui est petit pour une fac aux États-Unis. Au niveau du terme ratio victoire-défaite, je pense qu'il n'y aura deux victoires peut-être, pour cette défaite du côté de l'Arizona. Je pense qu'il peut y avoir une victoire face à Colorado, même si je mettrais ma pièce sur Colorado, va savoir, mais il peut y avoir une victoire face à Colorado et une victoire en déplacement à Oregon State que jamais été super fan et je pense pas que cette année soit leur année non plus, donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Mais ça peut aussi être une saison où ça termine avec 0 victoire et 9 défaites. Donc voilà, du côté des Wildcats d'Arizona, s'il y a certains d'entre vous qui sont fans, eh bien, on se voit dans peut-être 2-3 ans et puis on se boira des bières et voilà, quoi, c'est compliqué. On va passer du coup tous ensemble, les amis. Je vais vous demander de réouvrir tous vos micros. On va essayer de faire une projection quand même du classement de la Pac-12 South. Pour vous, le classement, qui serait premier tout d'abord? Qui vous voyez tout en premier? Est-ce que ça se situerait pas entre USC ou Arizona State? Personnellement, je pense que là, c'est un peu l'année pour Arizona State. Ils ont le chemin grand ouvert avec le léger déclin de Utah, qui était leur principal adversaire. S'ils arrivent à être bien constants et à bien encaisser les deux changements de style en attaque et en défense, je pense que ça peut être une belle surprise et je pense à une équipe top 25 cette année. Tout le monde d'accord pour Arizona State? Moi, je vais dire USC pour la raison toute simple que Arizona State joue à USC pour le premier match en plus. Donc, je pense que Clay Helton sera hyper motivé pour ce match-là et je vois bien USC battre Arizona State et donc avoir le tiebreaker finalement entre les deux équipes en cas d'égalité et passer devant. Ouais, moi donc je vois USC qui est premier parce que faut pas oublier que l'année dernière Arizona State c'était 5 défaites contre 5 équipes de la PAC-12. USC l'année dernière ils avaient perdu contre Bayou, Notre-Dame. Pareil, ils ont perdu contre Oregon et Washington, mais ils ont tout gagné le reste. Donc faut pas oublier qu'Arizona State a perdu quand même 5 défaites contre la PAC-12, hein. Bon Colorado. Donc moi aussi je partirais Elio sur USC parce que Slovis, il va passer un été avec, il connaît déjà le playbook, mais ça sera une équipe plus ancrée, plus expérimentée et pour moi USC par rapport à l'année dernière est une meilleure équipe. Donc je vois quand même USC gagner. Très bien, donc on se situe un peu sur un USC premier, Arizona State deuxième ou à la limite vice-versa. Par contre, une question très intéressante entre UCLA et Utah. Qui vous voyez en troisième? Utah, ouais. Utah, le retour quand même? Ça va fonctionner? Baptiste, Après, toi qui as bien analysé UCLA, pour le coup, tu penses que Utah seront quand même meilleurs? Je pense qu'il y a trop de pertes au niveau défensif de Utah pour être vraiment compétitif, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire un bond en arrière? Parce qu'on sait que Whittingham, il recrute pas forcément très bien, mais en tout cas, il transforme des recrues 3 étoiles en futurs joueurs NFL. Donc, même s'ils perdent beaucoup, je pense que Utah, effectivement, a peut-être une longueur d'avance sur UCLA, mais honnêtement, je pense que ça va être très, 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 très proche.
Très bien. Eh bien, on se situe vers Utah, donc 3e, et UCLA 4e. Puis du coup, on va terminer, je pense qu'on est un peu tous unanimes là-dessus. Colorado avant-dernier et Arizona bon dernier. Ça pose problème à personne? Non. Quelqu'un veut parier et peut-être devenir Je millionnaire? vais dire Colorado dernier pour une raison toute simple. moi C'est qu'il y a aussi. quand même changement de coach et c'est quand même compliqué de repartir à zéro. Et rien que et pour ça, changement je de pense QB, que ça va être compliqué. Et changement de QB, etc. Effectivement. Donc je pense que ça va être encore plus difficile pour Colorado que pour Arizona, mais ils vont se tirer la bourre de façon négative. Parfait. Tout le monde est d'accord là-dessus, les amis? Après, Elio, moi j'avais une question. Oh oui. Quel sera le premier coach viré dans la division? Parce que ça reste quand même, je pense que c'est la hot seed division. Entre Chip Kelly, Kevin Sumlin et le dernier qui est un peu sur le hot seat, c'est et Clayton, merci. Lequel des trois va sauter en premier? C'est ça la grosse question. Baptiste, La il pièce est coûte sur Chip combien Kelly. le buy-out? Il coûte combien le buy-out de Chip Kelly? Il est hyper élevé, c'est pour ça que je pense pas qu'il se fasse virer cette saison. Voilà, c'est ça, parce que UCLA il a perdu, est en train de perdre Under Armour en tant qu'équipementier. Alors, ça peut être une décision autre que sportive du côté du UCLA. C'est vrai. Ça, c'est pas faux. Et d'ailleurs, j'aimerais juste remercier énormément UCLA parce que nous, quand on a changé de coach dernièrement, il y a du coup 3 ans, Chip Kelly était dans la shortlist pour Florida. Et Dieu merci, on a recruté Mullen et pas lui. Et bonne chance pour UCLA. Fantastique. Non, sincèrement, je mise quand même sur Kevin Sumlin parce que Sumlin était arrivé du côté d'Arizona pour réaliser. Il venait quand même de Texas A&M. Il avait fait 5 saisons, je crois, 2012-2017, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis, je pense qu'Arizona vraiment avait de grandes expectations. J'ai plus le mot en français, ça paraît ridicule, mais c'est la vérité. Oui, et à titre indicatif, son buy-out coûte 5 millions de dollars. Je viens de vérifier. Donc voilà. Moi, je Sumlin mise sur un Sumlin en premier parce que de toute manière, Arizona State ne gagneront pas forcément tous leurs premiers matchs, même si c'est quasiment sûr. Donc, Arizona, pardonnez-moi. Donc, voilà. Les amis, sur ce, on se quitte. Yes. Eh bien, on se dit bonne à la soirée à tous. prochaine. Merci beaucoup Bonne de nous soirée. avoir écoutés. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Allez, salut!